Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bienvenue sur cette chaîne qui se préoccupe d'inspiration et de création. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du bréviaire de Belleville et d'un homme célèbre juste au-dessus de moi qui est Nicolas Flamel, un célèbre alchimiste qui peut-être était plutôt libraire, en tout cas plus libraire qu'alchimiste. Mais cette histoire me sert à vous évoquer le ductus. Alors le ductus, c'est le modèle en calligraphie et lorsqu'on apprend, on doit avoir des ressources, effectivement. Donc, j'espère que Nicolas Flamel va inspirer mon tour d'horizon et je vous invite à me suivre. Alors, je vous parlais de modèles pour la calligraphie. Le plus célèbre, la personne la plus célèbre qui a établi ces modèles s'appelle Claude Mediavilla. J'ai trouvé un ductus de sa main, je pense, sur Pinterest. En tout cas, c'est une forme assez classique. Donc, on vous présente une main tenant une plume ou un calame qui vous indique l'oblique et puis un certain nombre de cases équivalent à la hauteur. Là, il me semble il s'agit plutôt de la hauteur maximale des lettres. D'autre part, si on s'approche, on voit que chaque lettre est entourée d'une petite flèche indiquant le trait, le numéro du trait. Donc, quel est le trait numéro 1, numéro 2, numéro 3, voire peut-être plus encore pour des lettres complexes que l'on doit effectuer pour réussir à produire les fameux pleins et déliés. Donc j'ai pris cette gothique du bréviaire de Belleville que je vous présentais juste avant pour justement comparer un petit peu ce qu'on donne dans le ductus et ce qu'on voit dans les manuscrits. C'est-à-dire que le ductus est là pour aider, normalement, aider à apprendre, mais j'ai constaté dans mon expérience des ateliers il représente parfois une telle contrainte qu'il peut décourager. Donc, j'ai choisi de vous présenter ce tour d'horizon en 3 parties. Tout d'abord, comment décortiquer un texte avec un ductus ou comment le ductus décortique le texte et finalement perd un certain nombre d'informations, comment la réorganisation des lettres est très importante lorsqu'on est dans une démarche d'apprentissage et enfin, comment faire pour apprendre la calligraphie sans forcément suivre un ductus ou les contraintes du ductus qui n'est pas toujours la meilleure manière de faire suivant les personnalités de chacun. Donc, voyons tout d'abord la réorganisation du texte. Donc, si vous avez suivi, j'ai extrait du ductus précédent la ligne contenant toutes les lettres de l'alphabet et puis je la compare avec l'une des lignes du bréviaire de Belleville, partie hiver, que j'ai sélectionné. Donc le bréviaire a été composé au XIVe siècle, le ductus vient du XXe siècle, peut-être au XXIe, et en fait, voilà, l'alphabet a permis de reprendre chaque lettre de manière isolée. L'effet produit est tout à fait différent. Bon, il ne s'agit pas des mêmes lettres, donc effectivement, mais on peut s'apercevoir que on a un effet script dans le ductus puisque les lettres sont réalisées les unes à côté des autres, finalement indépendamment. Il n'y a qu'un seul cas, c'est le cas du S long, donc allongé, étiré, qui est repris en accord avec le T. Et donc,
en suivant l'alphabet, on a RS et de nouveau un S qui est écrit avec le T pour montrer qu'on effectuait ce qu'on appelle une ligature, c'est-à-dire un mouvement supplémentaire ou un mouvement différent lorsque deux lettres se rencontrent. Donc voilà notre alphabet. En dessous, on peut voir que la présentation, la manière dont les lettres sont traitées est différente, puisque si on prend le mot en noir qui est juste avant l'écriture rouge, on peut lire cordé. Cordé en latin désigne le cœur, et on voit que le C et le O sont vraiment accolés, tandis que le R qui suit est ce qu'on appelle un demi-R. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette barre, on se sert de la barre du O pour réaliser la lettre. C'est comme si le O et le R étaient aussi un peu communs, qui partageaient un côté commun. Et puis, de nouveau, le D et le E sont accolés, donc on aura une autre manière de lier ces deux lettres, ce qui ne donne pas pour autant un effet de cursive comme on peut le voir dans les siècles suivants, mais ou dans l'écriture que j'ai choisie en dessous, où on attache toutes les lettres par le bas ou presque. Mais ce qui donne un effet d'une écriture qui présente une harmonie, une unité, ce qu'on n'obtient pas forcément en dessinant, même très précisément, les lettres isolées d'un ductus. Donc voilà pour les ligatures. Et l'autre question est celle des abréviations. Alors on s'aperçoit dans l'écriture en rouge que certaines lettres sont dominées par un accent ou un tilde, et dans ce cas-là, c'est qu'on a abrégé le mot. Alors ces abréviations sont utilisées parce que là, je ne pourrais pas le lire, le mot, mais on connaissait les mots qui viendraient ensuite, et on pouvait juxtaposer un petit peu les lettres, ou les poser l'une au-dessus de l'autre, et ça nous donne des N qui sont sous forme de tilde. Là, encore une fois, je ne peux pas les identifier. Toujours est-il que lorsqu'on regarde une page en entier, le fait d'utiliser ces accents, parfois on a un petit 3 à la fin des mots, surtout bien en latin, un grand nombre de mots se finissent par et ce petit 3 symbolisait ce et gagnait de la place. Donc l'ensemble des signes qui agrémentent finalement le mot lui donne une forme beaucoup plus humaine. Enfin, tel est mon avis. Un autre inconvénient du ductus, à mon avis, ou du ductus, si on le prononce à la française, c'est de présenter les lettres sous forme alphabétique alors qu'elles n'ont pas les mêmes caractéristiques. Lorsqu'on apprend les gestes, il peut être intéressant de travailler les formes qui se ressemblent, ce qui fait qu'on utilise, comment dire, on recycle ou on réutilise les compétences acquises. Par exemple, on va voir qu'un certain nombre de lettres sont dites ascendantes, c'est-à-dire qu'elles dépassent de la ligne au-dessus. D'autres lettres sont dites descendantes, elles vont dépasser au-dessous. Il serait alors pertinent, à mon avis, de les travailler ensemble. Par exemple, le L, le K, le H et le B, pourquoi pas. Tandis que d'autres lettres ont beaucoup de points communs, par exemple le F et le S long, non pas le S court, plutôt réservé aux fins de mots finalement. Donc voilà, l'organisation des lettres avec l'alphabet propose des variations importantes, et
empêche finalement de regrouper ou de catégoriser plutôt les difficultés ou les particularités, devrais-je dire, lorsqu'on apprend ou qu'on se familiarise avec une nouvelle calligraphie. Une remarque qui est importante pour moi, c'est de me dire que le copiste de l'époque ne pratiquait qu'une seule écriture. Donc lui était dans un univers qui lui était tout à fait familier et il n'avait pas forcément envie d'en changer. Tandis qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a tout un panel d'écriture, soit parce que on peut consulter les manuscrits numérisés au travers des siècles, soit parce qu'on a la liberté peut-être d'inventer des formes. L'écriture manuscrite ou notre écriture manuscrite est là pour venir nourrir un petit peu cet imaginaire de chaque lettre que nous avons. Je sais pour ma part que j'aime beaucoup les descendantes qui prennent une ampleur supplémentaire. Alors là, on le voit tout de même un petit peu dans le ductus qui nous est proposé. Le X et le Y ont des traits très très fins qui voudraient peut-être donner lieu à une décoration ou à une voilà, un trait de plume très très fin qui viendrait enjoliver cette lettre gothique. Donc, mon conseil pour étudier une calligraphie n'est pas forcément de suivre d'emblée un ductus qui a été réalisé par une personne qui a fait une synthèse de manuscrit. Ce serait plutôt de profiter du plaisir du voyage dans le manuscrit. Par exemple, je vous mettrai en description le lien vers le bréviaire de Belleville pour voir comment le copiste s'est débrouillé pour ses lignes, pour organiser son texte, pour la mise en page, pour alterner le noir et le rouge. Et à partir de là, mener ses propres observations qui peuvent conduire à un ductus qui serait personnel. Et là encore, ce travail peut être plus long au démarrage, mais ensuite, il est très riche d'observations et peut-être d'inspiration. En tout cas, vos créations auront ainsi vraiment votre style et ne seront pas empruntées d'une seconde main, si je puis me permettre. Alors, pour terminer, je voulais aussi dénoncer peut-être un biais ou un travers des livres qui présentent des écritures. On les présente de manière chronologique, c'est vrai, mais on a tendance à étiqueter chaque période. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le copiste, qui est un inconnu du bréviaire de Belleville, utilisait cette écriture gothique, donc textora, puisqu'elle est assez large. Mais à peu près à la même époque, on avait aussi une écriture beaucoup plus cursive, tout aussi décorée, et on trouve en dernière page une dédicace, je crois, de Nicolas Flamel, avec sa signature que je vous ai agrandie. Alors, elle devient un peu floue, mais vous retrouverez en dessous le lien vers la Bibliothèque nationale de France qui a numérisé ce manuscrit. Et cette manière d'écrire et de signer est tout de même extraordinaire. Elle est contemporaine au manuscrit et elle peut aussi nourrir notre inspiration dans la création. Donc, merci d'avoir suivi ce petit tour d'analyse de la manière de s'approprier une calligraphie par l'observation du manuscrit original ou de manuscrits originaux et peut-être aussi par la consultation de ductus ou ductus.
qui sont peut-être réservés à des spécialistes ou à certaines occasions et qui ne doivent pas diminuer le plaisir de voyager dans le temps et l'espace avec nos copistes. Donc, si vous avez aimé ce tour d'horizon, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, partager, rejoignez-nous. Voyez mes tableaux calligraphie sur Pinterest parce que j'effectue avec cette plateforme toutes mes recherches. Prenez soin de vous, vive la calligraphie, vive l'enluminure et à très bientôt. Au revoir.